nous rejoindre. On va maintenant passer à une partie du programme qui n'était pas à proprement parler détaillée dans notre programme de la journée. Vous avez quelque chose à nous dire? C'est moi qui commence. Ouais. Bon, là, on a un petit peu dévoilé le sujet sur la page précédente. Donc Thibaut, pour ceux qui connaissent Equalis Capital, c'est un visage un peu nouveau. Donc Thibaut, il est chercheur, fait docteur, et puis il est venu nous voir. Et donc il n'est pas que docteur, il est aussi entrepreneur, parce qu'il est venu nous voir un jour en disant voilà, j'ai une idée pour vous. Je vais lancer, vous devriez lancer un institut de recherche ou un département de recherche chez Equalis Capital. Et donc, pour ceux aussi qui connaissent le baromètre, vous avez vu qu'il y a quelques planches assez nouvelles avec aspirine fournie en parallèle pour comprendre, où on se rend compte qu'on a un trésor de data qu'on n'exploite pas pleinement. Et donc, on essaie année après année de l'approfondir. Et donc, l'idée de ce qu'on va vous présenter, c'est de créer une structure un peu ombrelle qui permette à des gens comme nous, mais à d'autres. Et donc là, on va vous annoncer le lancement de cette initiative avec des partenaires de départ, mais toute personne dans la salle aujourd'hui, on sera ravis de l'accueillir dans ce projet, donc, qui est chez nous porté par Thibaut, puisque c'est lui qui en a eu l'idée et qui va le développer. Merci. Flèche verte. Ok. C'est sur les ordonnées et les abscides, là, tu prends. Ok, c'est le plus gros bouton. Donc dans la continuité du baromètre, je voudrais rappeler quelques chiffres clés que vous connaissez sans doute, mais l'actionnariat salarié en France, c'est environ 3 millions de salariés actionnaires aujourd'hui et 61 milliards d'encours dans les FCPE. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a dit, on a une forte implantation dans le côté et de manière diverse, pas simplement du côté des FCPE. Et que le potentiel de croissance, bien sûr, est dans le non-coté. On a parlé de un peu moins de 4% des ETI. Donc, voilà disons, le paysage économique. L'idée de l'institut de recherche que nous créons, qui s'appelle Capital Collectif, comme vous l'avez vu sur la première slide, c'est d'exploiter le modèle très riche qu'on a en France, et de répondre à un paradoxe typiquement français, qui est que nous avons un modèle très riche, mais en fait très peu étudié. Alors très riche parce que nous avons énormément d'informations, beaucoup de données fournies par la DARES, par l'INSEE, par des enquêtes européennes, beaucoup d'enquêtes qui vont étudier précisément les conditions de travail, la structure des salaires, ce genre de choses. De nombreuses lois et ordonnances. L'intéressement à la participation, ça remonte à la fin des années 50, début des années 60, et avec une particularité, puis voilà, un chapelet de lois qui s'égrène au fil des décennies. On y reviendra cet après-midi, d'ailleurs, en fin d'après-midi, sur c'est l'avenir. Tout à fait, 2023, c'est la loi qui est en discussion actuellement. Et ce sont des lois qui sont cumulatives. C'est-à-dire qu'en général, on ajoute quelque chose ou on améliore l'existant, ce qui n'est pas toujours le cas. Pensez que la Norvège, en début d'année, a tué en fait, son actionnaire salarié en supprimant les grandes incitations qui existaient. Donc il y a des retours en arrière qui sont possibles, mais ce n'est pas le cas de la France. En fait, on avance, peut-être pas assez rapidement, peut-être avec des petits pas, mais on avance quand même toujours. Une diversité de dispositifs qui est unique au monde, d'intéressement, de participation. La participation obligatoire pour certaines entreprises, ça n'existe qu'ici. Et les collègues, par exemple, américains, ont du mal à nous croire quand on leur en parle. Le FCPE, les scopes, on pourrait même parler de la SAPO, puisque l'institut de recherche que nous portons vise à étudier l'actionnariat salarié en France et un actionnariat salarié au sens large, incluant des formes individuelles, mais aussi collectives, et collectives qui vont aussi bien du FCPE aux coopératives de travailleurs. SAPO, c'était les coopératives ouvrières, c'est ça? Oui, c'était Action Participative Ouvrière. Ce sont des entreprises assez marginales, mais qui sont une forme intéressante de participation des travailleurs. Et enfin, c'est un modèle riche parce qu'il reste pionnier et leader en Europe. 3 millions de salariés actionnaires en France, c'est la moitié des salariés actionnaires en Europe. Et comme je l'ai dit, c'est l'un des rares pays qui continue sur sa lancée.
Néanmoins, c'est un modèle assez peu étudié. Alors ça peut surprendre peut-être certains d'entre vous, puisque vous connaissez, vous êtes des connaisseurs déjà de l'actionnariat salarié, mais ce que j'entends ici par étude, c'est quelque chose de très précis, c'est l'étude académique. C'est ce qu'on appelle la recherche, et ça prend une forme concrète précise qui est la publication d'articles dans des revues à comité de lecture, avec un contrôle des pairs, etc. Autrement dit, toutes les formes de communication, de notes que peuvent publier par exemple les tenants de compte ou même notre baromètre ne rentrent pas dans cette catégorie d'études. Il y a une différence qualitative entre ce que font les chercheurs et ce que peuvent faire par ailleurs les entreprises, qui est quelque chose d'important, qui est une mise à jour d'informations, qui permet de véhiculer un certain nombre d'arguments, mais disons la démarche, la méthode et le contrôle n'ont rien à voir. Or, ici, vous avez un tableau qui vous montre depuis 1999 deux mesures du succès dans la recherche, que sont le nombre d'articles publiés et le nombre de citations, qui est un peu la mesure canonique du rayonnement d'une recherche. Et quand vous faites le ratio citation sur article, eh ben, c'est un peu terrible, si vous voyez que la France en fait un ratio qui est très faible, qui est de l'ordre de 9, alors que le Royaume-Uni est à 12 et les États-Unis à 39. Donc on n'est même plus dans les mêmes ordres de grandeur avec les États-Unis, alors même que leur modèle d'actionnariat salarié est beaucoup moins riche que le nôtre. Si on parle du Royaume-Uni, c'est encore plus flagrant. Donc non seulement on l'étudie peu, mais en plus on n'a pas forcément beaucoup de rayonnement. Dans les 103 articles publiés depuis 1999, il y en a 80% qui sont en français. Alors, c'est une bonne chose de publier en français, mais la langue scientifique du monde, c'est l'anglais. Et donc, ne pas publier en anglais, par exemple, ça vous coupe des débats internationaux. Et en fait, c'est une occasion ratée de rentrer dans la discussion internationale et aussi d'apprendre de nouvelles choses. Une autre mesure de la faiblesse des études sur le sujet, c'est le nombre de thèses qui ont été soutenues depuis 92. Il n'y en a eu que 42, donc c'est très peu. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément de tendance, on est assez flat tout le temps, le maximum c'est 4 par an. Et j'inclus dedans les thèses sur les coopératives de travailleurs. Et donc ce sont les thèses, il y a 36 sur en économie, le reste c'est en droit. Donc on voit que c'est un sujet qui pourtant est riche, pourtant mobilise différentes disciplines, et pourtant en fait est assez peu étudié. Et donc ce paradoxe français, c'est un peu c'est l'objectif, c'est l'obstacle que l'Institut cherche à surmonter et à dépasser. Alors, l'effet direct de ce paradoxe, c'est qu'on a un certain nombre de questions que vous vous posez sans doute, qui sont les mêmes depuis des décennies et qui restent en suspens. Des questions sur les effets de l'actionnariat salarié, sur son étendue, sur son intensité, sur ses causes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez les communications, le baromètre, en fait, depuis des décennies, le narratif, les arguments, les chiffres avancés sont toujours du même ordre. On parle toujours en fait des mêmes choses et on peut avoir le sentiment qu'on ne s'est pas renouvelé. Et donc, au-delà de ces questions que j'ai listées, il y en a bien d'autres, il y a aussi toutes les questions qu'on ne s'est pas encore posées. Et en fait, c'est ça la différence fondamentale entre la recherche et ce qu'on peut faire par ailleurs, c'est d'attaquer une question et vraiment de la trancher avec une méthodologie rigoureuse et un contrôle des pairs. Et alors précisément, sur quelles questions est-ce que vous comptez vous interroger? Les premières études que vous souhaitez lancer, elles sont sur quelles questions précises? Bon, la question, par exemple, si on prend la première, la réduction des inégalités, qui est sans doute... Des inégalités. Des inégalités, j'ai dit quoi? Des égalités. La réduction des inégalités, c'est sans doute... voilà, c'est une question qui revient souvent. Je pense qu'il y a pas mal de biais. Les gens ont sans doute des réponses déjà préconçues, mais en fait, il y a pas vraiment, les études ne sont pas claires là-dessus. Il y a des ambiguïtés sur si l'actionnariat salarié réduit ou pas
les inégalités. Et puis surtout, j'ai parlé du fait que 80% des études étaient en français, mais surtout 90% en fait étudient que le côté. Pour une raison très simple, c'est que c'est là où les données sont les plus facilement accessibles. Or, il n'y a pas du tout évident que ce qui s'applique pour le côté s'applique au non-côté. Et on a vu que le fort potentiel, le potentiel de croissance de l'actionnariat aujourd'hui en France, c'est dans le non-côté. Et c'est la même chose en fait dans la recherche sur l'actionnariat salarié. C'est aussi dans le non-côté. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut aller chercher de la data et tout simplement affronter les questions qui se posent. On n'a jamais que 1000 sociétés qui sont cotées aujourd'hui en France. C'est quand même pas beaucoup en proportion par rapport au nombre d'entreprises qu'on peut compter dans d'autres pays. Oui, il y a des biais, dans de nombreux sens. Donc pour répondre à ces questions, nous lançons aujourd'hui officiellement Capital Collectif, qui est donc une initiative originale qui est donc un institut de recherche et de formation sur l'actionnariat salarié en France. J'ai dit actionnariat salarié au sens large, individuel et collectif, avec un statut indépendant puisqu'il s'agit d'une association de loi 1901, donc à but non lucratif, et dont le rôle est vraiment d'être un tiers de confiance pour garantir l'indépendance des chercheurs d'un côté, ce qui est fondamental, et la sécurité des informations des entreprises ou des différentes associations qui marcheront avec nous dans ce schéma. À but non lucratif, malgré tout, il vous faut quand même des moyens pour vous développer. Donc comment est-ce que vous allez les financer? Bien sûr, en termes de ressources, il y a, comme toute association, la cotisation de ses membres, d'éventuels dons, du sponsoring pour une conférence annuelle de présentation des principaux résultats. Et puis, le financement par Equalis Capital, qui donc prendra à sa charge l'Institut jusqu'à ce qu'il atteigne le point mort, pour faire simple. Donc les dépenses ne vont pas être colossales, puisqu'on va l'héberger, que la rémunération de Thibaut et de celle de l'équipe qui sera consacrée sera prise en charge par Equalis. Donc les cotisations, il y aura bien évidemment des cotisations, et tous ceux dans la salle, on vous invitera peut-être le moment venu, mais la cotisation n'a pas pour objectif de gagner de l'argent, on veut simplement que les gens soient engagés. Donc il y aura une catégorisation chercheurs, faible, peut-être une cotisation pour les entreprises et pour les institutions non commerciales, et puis peut-être pour les entreprises commerciales. Et puis un petit mot de la recherche, je ne sais pas si on parle beaucoup de recherche, par exemple de formation. Nous souhaitons que l'Institut puisse développer une offre de formation pour les membres de conseil de surveillance de FCPE, mais d'une manière générale, on verra comment ça évolue, mais aussi potentiellement plus pour le grand public ou les salariés qui ne sont pas représentés, pour que finalement le travail de recherche puisse ruisseler et finalement profiter à l'usage, et que ce soit dans des matières un peu quantitatives, mais aussi plus organisationnelles et management. Finalement, l'actionnariat salarié, ça aussi, ça peut modifier le comportement des gens et leur rapport au travail, leur motivation, etc. Voilà. Donc, qui dit formation dit aussi rémunération de la formation, et ce sera une des sources de revenus de l'Institut. Et quand on touche des financements, on interroge nécessairement aussi l'indépendance de l'Institut. Dans quelle mesure est-ce que vous ne risquez pas de vous faire orienté dans vos recherches par les personnes qui vous financent? Comment vous garantissez d'être impartial? On va dire un mot de la gouvernance, peut-être. Tu as peut-être un slide sur la gouvernance. C'est la slide d'après. Pour anticiper, la gouvernance de l'Institut sera, dans la mesure du possible, paritaire entre chercheurs et non-chercheurs. Et de toute façon, le produit fini, enfin les deux produits finis de Capital Collectif, c'est d'une part les formations, ça c'est quelque chose d'assez classique, donc c'est pour ça que j'insiste pas trop dessus, mais effectivement c'est l'une des deux jambes de l'Institut. Et l'autre, c'est les articles académiques, donc publiés dans des revues à comité de lecture. Et là, ça c'est des revues qui existent, qui sont complètement indépendantes, avec des rapporteurs indépendants. Et donc ça permet, c'est un gage de qualité et de rigueur, donc il n'y a pas d'intervention de notre part là-dessus. C'est encore une fois, Capital Collectif vise à être un tiers de confiance et à prendre un peu ce qu'il y a de meilleur dans l'université ou les IAE et ce qu'il y a du côté des entreprises et à le mettre au même endroit
pour garantir une plateforme de confiance et de recherche. Alors concrètement, pour faire de la recherche, pour enrichir notre connaissance, il n'y a pas 40 manières. En fait, il n'y en a que 3. Soit on apporte de nouvelles théories, soit on a de nouvelles méthodologies, soit on a de nouvelles données. Dans la configuration qui est la nôtre, celle de l'actionnaire salarié aujourd'hui en France, la plus simple des 3, le chemin de moindre résistance, c'est d'avoir de nouvelles données ou d'exploiter des données existantes, mais qui sont, disons, pas exploitées comme ça. Donc c'est le chemin qu'on va privilégier, d'autant plus sur le non-coté, parce que les données existent, mais elles ne sont pas forcément exploitées à leur potentiel maximum. Enfin, la gouvernance, on en a un peu parlé, c'est une gouvernance équilibrée. Donc on a 3 pôles. Un pôle d'universitaires, de chercheurs, avec là dans le conseil d'administration actuel Nicolas Aubert et Xavier Hollande, qui sont 2 spécialistes de l'actionnaire salarié en France. Nicolas Aubert, qu'on retrouvera cet après-midi d'ailleurs. Tout à fait. Nicolas Aubert est à Aix-Marseille et Xavier Hollande à Bordeaux, Catch Business School. 2 associations, Fondact et la FAS, que je ne présente pas, qui sont évidemment très impliquées dans l'actionnaire salarié, et les entreprises, Turen Group, MCR Consultant et bien sûr Equalis, représenté par moi-même et par Jean-Philippe. Oui, donc on est parti sur 8 administrateurs. C'était important pour nous aujourd'hui de vous communiquer une réalité. On prévoit de monter potentiellement à 15-16 administrateurs et d'accueillir tous les intervenants de la place. Et ça commence par les banques teneurs de compte. Donc vous savez que nous, Equalis Capital, nous sommes une société de gestion. Nous travaillons main dans la main avec les banques teneurs de compte, les grandes banques que vous connaissez tous. Et donc on espère aussi que les grandes banques nous rejoindront. Et d'autres intervenants qui soient représentatifs de l'écosystème et qui puissent apporter leur contribution à la gouvernance et quelque part aussi au partage de la data dans le respect bien évidemment des règles RGPD. Mais plus la data est disponible, plus la recherche sera de qualité. Voilà, c'est tout pour moi. Capital Collectif, on a 2 questions, oui. Monsieur au 2e rang, puis monsieur derrière. On en aura une au fond ensuite, puis une 4e là. C'est un festival. Oui, bonjour. En fin de compte, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus un témoignage. Donc, Loïc Desmousseaux, je suis le président de la FAS depuis déjà quelques années maintenant. Et un témoignage simplement pour dire que lorsque Jean-Philippe Debat et Thibaut Mirabel nous ont contacté la FAS pour nous expliquer leur désir de créer cet institut et nous ont demandé si nous souhaitions être membres fondateurs ou disons faire partie, je dirais, de cette initiative. On a tout de suite, immédiatement dit oui, parce que cela fait longtemps qu'on a identifié au niveau de la FAS ce manque, je dirais, cruel de recherche académique qui permettra de nous faire progresser collectivement. Donc j'applaudis et je félicite cette initiative et sachez qu'elle est totalement complémentaire avec une autre initiative que nous avons lancée, la FAS, il y a maintenant 5 ans de cela. Nous avons créé un conseil scientifique de la FAS qui, chaque année, maintenant, à l'occasion des Grands Prix de la FAS, prochainement le 13 décembre, remet le prix de la recherche académique, je dirais, aux chercheurs qui nous ont soumis leurs travaux, articles, travaux de thèse, travaux de long terme. Et donc, en cela, je pense que nos initiatives sont complémentaires. Et pouvoir financer cette recherche, pouvoir l'accompagner, nous paraît être quelque chose de vraiment très significatif en termes de progrès sur ces sujets. Voilà ce que je voulais dire et je vous en remercie. Merci Loïc Desmousseaux. On vous retrouve cet après-midi d'ailleurs avec Nicolas Aubert pour une de nos conférences qui est dédiée à un thème, celui de savoir si l'actionnariat salarié est nuisible au salaire et aux retraites. On en reparlera cet après-midi. Je fais un peu de teasing. Joseph Abdelnour, professeur à l'ESCA, école de commerce. Premièrement, félicitations pour cette très belle initiative. J'avais une question, plutôt, je ne sais pas si c'est une remarque ou une question, mais par rapport à la différence de
de nombre d'articles académiques, notamment entre la France et les États-Unis, même si la France, on peut parler pour des heures pourquoi l'action salariée est bien développée en France. Un des grands problèmes, comme tu l'as bien dit, c'est le manque de données. Et ce qui pousse les Américains à publier beaucoup sur l'action salariée, c'est les enquêtes qui sont faites soit par des instituts privés ou bien publics, comme le GSS et le NCO, pour avoir accès à des données, notamment au niveau salarial. C'est un truc qui n'existe pas du tout en France et je ne sais pas comment on pourra l'avoir. Mais en fait, ma question, c'était est-ce que tu penses que c'est envisageable d'avoir des enquêtes avec les salariés où on peut avoir un nouveau champ d'études, notamment par exemple sur les effets de l'action salariée au niveau salarial? C'est un truc que je pense qui n'a jamais été fait en France. Et si oui, qu'est-ce qu'il faut comme dispositif ou bien comme soutien pour pouvoir accéder à ces enquêtes-là et pouvoir les diffuser? Oui, je suis très content que tu soulignes ce point, parce qu'en effet, le NCO, le National Center of Employee Ownership, qui est un vrai, à la fois lobby, mais institut de recherche pour l'action salariée aux États-Unis, qui est vraiment massif, c'est un peu l'un de nos modèles, parce qu'ils sont partis très petits et maintenant ils font vraiment énormément de choses. Bien sûr, développer des enquêtes au niveau salarié, ce serait idéal. Je pense que c'est à notre portée. Alors, peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a il y a l'horizon et puis il y a le chemin. Puis l'horizon, on l'atteint jamais. Donc, oui, mais bon, celui-là, si, quoi. Non, c'est vraiment possible. Ça existe ailleurs. Et puis, même au niveau européen, en fait, c'est des histoires de cercle. Hein. Donc, si on commence l'étude, on fait de la recherche, on fait de la recherche. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un démarre. Et là, c'est nous. Et l'idée, c'est vraiment d'exploiter même le peu de données qu'on a. Vous avez vu ce qu'on a dans le baromètre. Bon, c'est vraiment un aperçu du potentiel de ce qu'on peut faire. Et même juste à notre échelle, juste à l'échelle d'Equalis, en fait, on peut apprendre énormément de choses. Et quand je disais, il y a plein de questions qu'on ne s'est pas encore posées, en fait, la recherche, elle sert à ça. Elle sert à ajouter des flèches à notre arc. C'est-à-dire que la communication, le marketing, tout ça sont des choses fondamentales, mais souvent sont dans un rôle de répétition ou d'actualisation de ce qui existe. Et l'idée, là, c'est vraiment d'aller chercher des informations qu'on n'avait pas avant et de voir les choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Sans doute, dans cette salle, vous avez beaucoup d'intuition sur ce qu'est ou ce que n'est pas l'actionnaire salarié, sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Et le rôle d'un institut comme Capital Collectif, c'est justement d'objectiver ces institutions et d'aller vérifier, oui, non, et de trancher ce genre de questions sur une étude. Et puis après, on en aura d'autres. Mais voilà, je pense qu'au début, il faut faire la preuve. Faire la preuve de notre projet et une fois que ça démarre, ça démarre fort, quoi. Et même atteindre l'horizon en son cercle. Donc celle-là, on la garde aussi. Oui, encore moi. Moi, je voudrais vous féliciter pour l'initiative, parce que je la trouve très utile en tant que simple entrepreneur qui pratique l'épargne salariale depuis toujours, mais qui constate d'année en année on manque d'éléments de comparaison, d'analyse, effectivement. Super pour l'initiative. Alors, vous avez compris que moi, je pratiquais plutôt l'actionnariat salarié que vous avez appelé discrétionnaire. Donc, ma question, c'est est-ce que vous mettez ça dans votre périmètre de recherche? Oui. Voilà, parce que je pense que dans le non-coté, moi, à ma connaissance, dans mon petit périmètre, je connais beaucoup plus de témoignages de chefs d'entreprise qui pratiquent l'actionnariat salarié discrétionnaire, et j'en connais aucun qui pratique l'actionnariat salarié que vous avez présenté. Et je pense que les chefs d'entreprise sont très créatifs sur ce sujet, et que je pense que c'est un très beau terrain de recherche qu'il faudrait valoriser. Je terminerai juste en disant une petite suggestion sur les livrables, rajouter des éléments de benchmark. Tout à fait. Parce qu'on rentre à l'heure du CSRD, du reporting extra-financier. Quand on pratique l'actionnariat salarié, qu'il soit discrétionnaire ou pas, c'est une bonne initiative. On a besoin de plus en plus de se valoriser à travers ces nouveaux véhicules de reporting qui deviennent réglementaires. Et on n'a pas on manque de terrain de comparaison, quoi. Donc vous pourriez être très utile là-dessus, je pense. Tout à fait. On a une définition vraiment œcuménique de l'actionnaire salarié qui va effectivement du discrétionnaire au collectif et même dans le collectif à des formes plus coopératives ou autres. Donc,
Oui, bonjour, Jacques Gautran, journaliste économique, blog Consulando. D'abord, bravo pour cette initiative. Et j'avais trois questions assez courtes. Hein, Merci. vous en remercie. Alors, la première, c'est dans les typologies des entreprises. Vous avez cité les PME, les ETI, bien sûr. Vous avez dit que vous y incluriez les scopes. Or, les scopes, c'est très marginal. Il s'en crée une quarantaine par an. Il faut le savoir, malgré toute la publicité et l'engouement qui est fait autour de la scope. En réalité, il y a très peu de salariés qui se mettent en scope. Mais vous n'avez pas cité les startups. Or, on évalue à 10 000 startups en France. Et par définition, la start-up, l'actionnariat salarié, je dirais, est congénital à la start-up. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous y incluiez les start-up? Donc, ça, c'est ma première question. La deuxième concerne les TPE, certaines PME et TPE qui sont en SAS ou SASU ou SA, où le dirigeant est lui-même salarié. Alors, est-ce que vous l'incluez dans l'étude? Parce que finalement, on peut se dire, c'est quand même des actionnaires salariés. Et ma dernière question rejoint celle de l'entrepreneur au premier rang. Comment vous allez trouver les données sur les salariés actionnaires hors FCPE? Est-ce que ce sera des sondages? Où est-ce qu'on trouve ces données? Parce qu'à ma connaissance, ce serait très intéressant. Moi-même, donc il est possible qu'il y ait beaucoup plus que 3 500 000 salariés si on met les salariés individuels, si je puis dire. Et ça, c'est un peu le trou noir de la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Sur la start-up, Jean-Philippe. Ouais, je réponds peut-être sur la première. Donc, l'analyse que nous faisons, c'est par typologie d'actionnaires salariés, hein, ce n'est pas nécessairement par nature d'entreprise. Et les start-up seront couvertes. Elles seront couvertes parce que les start-up, ça rentrait trop dans la technique, mais elles proposent à leurs salariés non pas d'acheter des actions parce que ce serait folie, mais elles leur proposent un accès à l'action via un outil BSPCE. Donc ça existe. Bon, faut accéder à la data, mais oui, bien sûr, ça fait partie du champ. Et les deux autres questions, c'était... Alors, il y avait une question qui était sur quid des salariés actionnaires par individuel, voilà, c'est ça, ou qui sont salariés de leur propre société, est-ce qu'ils sont considérés comme des salariés, comme des actionnaires salariés? Oui, de manière générale, ce qui est... Les dirigeants, pardon. Les dirigeants, oui. De manière générale, la définition du domaine d'étude, elle relève... nous, on soutient ce qui relève de l'actionnaire salarié, j'ai dit, de manière le plus large possible. Mais après, c'est les chercheurs qui étudient. Ce sont eux qui vont définir leur objet d'étude. On n'est pas là pour leur dire quoi faire ou comment le faire. Ce genre de sujet, c'est évidemment fait partie de ces intuitions dont je parlais tout à l'heure, où on a comme ça pas mal de préconçus, souvent fondés sur l'expérience ou sur la connaissance locale du secteur, et on a beaucoup de mal à l'objectiver pour soit l'inexistence de data, soit, je pense que c'est plutôt le cas, en fait, l'existence de data, mais qui ne sont pas, je dirais, vous n'avez pas, pour ce dont vous avez parlé, que ce soit les startups ou les dirigeants salariés, vous n'avez pas une enquête INSEE sur les dirigeants salariés. Mais en croisant les différentes bases de données, vous pouvez retrouver ce genre d'informations. Au-delà de ça, il y a aussi un rôle, je parlais du cercle tout à l'heure, mais il y a un rôle moteur en fait de l'Institut. C'est-à-dire que une fois, disons qu'on sera lancé vraiment dans la recherche, faire une étude, faire une première enquête qui permet de mettre à jour un fait stylisé qu'on n'avait pas vu jusque-là, ou de quantifier une intuition qui est commune, d'avoir enfin un benchmark, ça, c'est aussi incitatif pour les producteurs de données que sont l'INSEE, que sont la DARES, que sont des institutions évidemment beaucoup plus vastes, beaucoup plus grandes. Donc ça fait aussi partie du rôle de capital collectif que de défendre la mise en place d'études sur ce sujet et d'inciter sur les points morts. Et il y a la dernière question, elle concernait le gisement de données. Où est-ce que vous allez trouver les informations donc, sur les entreprises où on pratique l'actionnariat salarié? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des sources d'informations qui existent, et en les recroisant, on peut
voir les choses qu'on n'avait pas vues avant parce que la question qu'on lui pose et la perspective qu'on a n'est pas la même que celle qui a été faite avant. Et puis, il y a aussi un rôle moteur à aller inciter les producteurs de données à produire ces données-là, quoi. On a une dernière question ici sur la droite. Ouais. Nicolas Aubert de l'Université d'Aix-Marseille. Donc je participe au projet, comme vous l'avez compris. Juste pour vous donner une idée sur ce que ça a comme implication de ne pas avoir de données sur l'actionnariat salarié et d'avoir très peu de recherche. Il y a un comité de suivi de la loi Pacte qui va se prononcer sur les dispositifs de la loi Pacte l'année prochaine, enfin dans quelques mois. C'est France Stratégie qui dirige les travaux. Vous avez peut-être suivi ça, mais il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été introduits dans la loi Pacte pour promouvoir l'actionnariat salarié, mais pas uniquement. Tous les dispositifs d'épargne salariale sont impactés. À ce jour, on n'a pas de travaux de recherche, on n'a pas de données sur lesquelles leur répondre. Pour dire en quoi, par exemple, l'abondement unilatéral a été impactant pour l'actionnariat salarié, en quoi les dispositifs d'actionnariat salarié ont permis de diminuer un certain nombre d'inégalités, de permettre à ceux qui n'ont pas accès autrement d'avoir accès au capital, d'y avoir accès grâce, par exemple, à cet abondement unilatéral. Donc tout cela, on ne l'a pas, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à long terme, on aura des données. Enfin, sauf si vous vous précipitez vers Thibault pour à la fois contribuer financièrement, mais aussi en termes de données à ce nouvel institut qui a vocation à faire des recherches sur l'actionnariat salarié. A priori, on ne devrait pas avoir de réponse à donner à France Stratégie. Enfin, sauf sur des éléments plus qualitatifs, disons, qui seraient moins factuels. Mais ça n'est pas une fatalité. On a eu des collègues aux États-Unis qui ont, en 2004, lancé une grande enquête auprès de 40 000 salariés représentatifs de la population active américaine et qui ont pu, justement, par un certain lobbying auprès des institutions publiques, qui font ces enquêtes sur les salariés, mais pas que sur l'actionnariat salarié, il y a des items, il y a des questions qui sont incluses désormais dans les enquêtes nationales. Donc on a des éléments très précis sur ce que ça représente au niveau individuel, sur ce que ça a comme impact, sur plein d'éléments, et c'est une enquête nationale, et ça, évidemment, on pourrait espérer l'obtenir d'ici quelques années. Voilà, juste pour apporter cette précision. Merci Nicolas Aubert, merci Thibault Mirabel, merci Jean-Philippe Debat. Je vous propose qu'on continue nos échanges autour du cocktail et on se retrouve ici à 2h moins 5, dirons-nous, avec Jens Lovitch qui donc nous vient d'Allemagne nous présenter le rapport Pepper, un rapport qu'il a remis à la Commission européenne autour d'une étude des effets de l'actionnariat salarié en Europe. Il vient nous le présenter en avant-première et puis ensuite on poursuit nos échanges avec les témoignages des entreprises autour de la mise en place de l'actionnariat salarié. Je vous dis à tout à l'heure.